Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, nous sommes mardi 23 mars et je suis ravi évidemment de vous retrouver. Je vais évoquer un petit peu mon cas personnel. Je n'ai jamais caché que j'étais engagé politiquement, bien que je sais prendre, si vous voulez, du recul. Et quand je fais des vidéos, je ne me prononce pas au nom d'un parti, au nom d'une doctrine, mais j'essaye de faire valoir des notions de bon sens et de respectabilité. Donc dès 2016, je me suis engagé auprès d'un parti qui était Debout la France, dont le style me convenait, les idées me convenaient, me conviennent toujours d'ailleurs à 95%, et voilà. Mais simplement, au niveau stratégie politique, il y a des différences et dès novembre, Debout la France a vu certains de ses membres, une centaine, des anciens, des nouveaux, qui ont quitté à cause d'une stratégie et voilà. Et donc l'idée c'était de dire depuis l'accord présidentiel de 2017, il n'existe plus aucune différence notable, différence politique, programmatique majeure qui justifie le refus de Nicolas Dupont-Aignan de rejoindre la candidature naturelle de Marine Le Pen, qui, à première vue, fait jeu égal avec Emmanuel Macron pour 2022. Donc, nous avions une ligne qui s'appelait les amoureux de la France, et donc les anciens cadres de Debout la France lancent un nouveau mouvement, moi y compris, de droite gaulliste, dont Jean-Philippe Tanguy a été élu coordinateur national Avenir Français. Bien alors, j'ai fait un communiqué, donc vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. J'ai encore pu faire passer ça, mais j'ai 2 pages Facebook qui sont bloquées. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai tant à faire et tant à partager, et il me reste encore, je crois, 23-24 jours de censure Facebook, tout simplement pour avoir mis la photo de l'actrice au César. Enfin bon, c'est de la folie, quoi. Donc on m'empêche de m'exprimer et de partager des opinions politiques majeures à un an des élections présidentielles. Bon, donc j'ai fait un communiqué hier que vous pouvez retrouver. Chers amis, chers compagnons, j'ai le regret de vous informer qu'après 6 ans d'engagement politique au sein de Debout la France, je quitte ce parti. Je ne regrette en rien les moments passés dans cette formation. Je n'ai d'animosité contre personne et de toute façon, je n'ai jamais eu d'esprit de chapelle. Mes opinions n'ont pas changé, mais compte tenu de la situation catastrophique de la France, aussi bien au niveau sanitaire, économique ou politique, il devient urgent de renverser la caste mondialiste au pouvoir. Moi, qui étais un fervent supporter des amoureux de la France, je ne suis plus en phase avec cette stratégie d'isolement et de division du clan patriote que suit malheureusement Nicolas Dupont-Aignan. Je ne suis plus d'accord également avec la gestion politique de notre fédération du Rhône, dont le nombre d'adhérents n'évolue pas. Et c'est donc pour toutes ces raisons que je rejoins l'Avenir Français, nouvellement créé par les anciens membres de Debout la France. Ma fidélité à un homme ou un parti ne saurait être supérieure aux intérêts de la nation. Il y a tant de choses à faire. Rassemblons-nous aujourd'hui pour faire gagner la France demain. Dès aujourd'hui, je prends l'entière responsabilité de l'action politique de l'Avenir Français pour le département du Rhône. Voilà, amitié patriotique. C'est la teneur du message que j'ai envoyé sur ma page et auprès de la Fédération du Rhône de Debout la France. C'est jamais évident de se séparer, entre guillemets, de certaines personnes, de quitter une formation politique. Mais bon, il y a une condition sanitaire qui est très spéciale. Je ne vois pas trop d'autres solutions, si vous voulez, ni d'homme providentiel. Pour information, il y a une semaine, je crois, le général Martinez a fait une annonce officielle de candidature, une conférence de presse pour revenir sur sa candidature et sa recherche de signature. Et personne n'en a parlé. Je veux dire, les médias choisissent l'adversaire
et font tout pour émerger, pour ne pas faire émerger de nouvelles personnes. Alors il faut les prendre à leur propre piège, si vous voulez, Marine Le Pen ne sera plus la candidate du Rassemblement national, elle sera une candidate présentée par le Rassemblement national et qui aura derrière elle des tas d'autres formations comme la droite populaire, le CNIP, le Parti localiste, peut-être des personnalités LR, etc. Des personnes qui disent non, c'est bon, ça suffit, quoi. Macron, faut dégager. La priorité déjà, c'est de dégager cette élite mondialiste qui détruisent la France, qui détruisent tous les acquis sociaux, qui en font cette élite fait de la France un vassal de l'Allemagne et de l'Europe. Et on n'est plus à l'époque où la France était une puissance internationale faisant partie du Conseil de sécurité et qui parlait d'égal à égal pratiquement avec les États-Unis d'un côté, avec l'Union soviétique à l'époque de l'autre. Voilà. C'est dans la référence à De Gaulle, c'est là-dessus que je me réfère à De Gaulle, c'est-à-dire une autonomie technologique qui nous a permis d'avoir, avec Dassault, avec les industries aérospatiales, voilà, d'avoir une maîtrise aérienne, une maîtrise nucléaire, etc., etc. Voilà. Voilà. Moi, ma référence à De Gaulle, c'est ça. Hein. Bien sûr, ce n'est pas, comment dire, je ne fais pas référence malheureusement à la douloureuse affaire d'Algérie et la façon dont ça s'est terminé avec de douloureuses plaies qui ne se refermeront jamais. Et d'ailleurs, nous étions le 17, c'était bien le 17 mars 62, que des choses se sont passées. Bien, je vais revenir, et vous voyez que, enfin, c'est compliqué, mais vous voyez qu'on est cerné de toutes parts par des gens qui veulent remettre en question la souveraineté de la France, votre identité de Français moyens, d'ascendance plus ou moins gauloise, un peu ascendance espagnole, portugaise, italienne, belge, un peu polonaise, voilà, européenne, de religion plus ou moins chrétienne. Voilà. Et nous apprenons que, il me semble, il y a 3-4 jours, la présidente d'un syndicat étudiant, l'UNEF, a déclenché une ville politique après ses propos au micro d'Europe 1, mercredi 17 mars, oui, tout à fait, répondant à une question de Sonia Mabrouk. Elle a confirmé l'existence de réunions, j'en avais déjà parlé, moi, ça existait déjà avant, non mixtes racisées au sein de l'association. On organise des réunions pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir, et on organise des réunions pour permettre aux personnes touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Écoutez, moi, quand je vais à la caisse d'allocation familiale, effectivement, je subis le racisme. Hein. Je me retrouve, enfin, j'y vais pas, hein, mais si je devais y aller, aller partager une queue à la caisse d'allocation familiale ou dans divers organismes sociaux, c'est là que vous voyez qu'il y a plutôt un racisme anti-blanc. Nous sommes d'accord ? Voilà. Bon. Non mixte racisé. Cela signifie que l'organisation d'une réunion sur un critère racial et discriminant, une telle initiative est contraire à l'article 1er de la Constitution, selon laquelle la France ne reconnaît aucune distinction d'origine, de race et de religion. Il est effarant de constater qu'une responsable syndicale puisse tenir de tels propos sans être sanctionnée. Bien timides sont les réactions du pouvoir politique qui parle d'interdire les réunions racisées, alors qu'elles le sont déjà depuis bien longtemps. C'est insupportable banalisation du racisme ordinaire, en principe sévèrement reprimé par la société et les tribunaux, mais c'est toléré lorsque cela vient d'un syndicat gauchiste, qui est bien sûr pépinière du Parti socialiste. Il est encore plus extraordinaire de voir une organisation autoproclamée, chantre de la lutte contre les discriminations, qui pratique des discriminations et s'en vante ouvertement. Il est bon de rappeler quand même que l'UNEF, l'Union des étudiants de France, fédère moins de 0,1%
enfin de 0,8% des étudiants de nos jours, contre plus de la moitié des étudiants en 1957. Voilà. Donc l'image délétère de ce que donne cette organisation ne doit pas déteindre, bien sûr, sur l'immense majorité des étudiants peu politisés qui n'ont rien à voir avec cette idéologie. Voilà. L'université française est déjà en grande difficulté, n'a pas besoin de telles polémiques. Les premières victimes de cette dérive et de l'image qu'elle donne, ce sont les étudiants. Voilà. Je tenais quand même à revenir sur ce sujet. Bien. On va reparler du confinement légèrement. Folie, hésitation au sommet de l'État, une attestation de sortie avec 2 pages, avec des renvois, avec des astérix. On dirait presque un acte notarié, aux archtécois. Non, je remplis des papiers, c'est juste pour sortir, pour faire pisser le chien. Voilà. Alors, dès le lendemain, il n'y avait plus besoin d'attestation, mais il fallait une attestation de domicile. Enfin, nous sommes soumis à l'absurdité. Les lycées sont ouverts, mais des magasins sont ouverts aussi. Et puis, du coup, les fleuristes, les coiffeurs, enfin bref, les chocolatiers, parce que c'est bientôt Pâques. Voilà. Alors, pourquoi fermer des commerces qui respectent les protocoles sanitaires alors que sont ouvertes les cantines des collèges ? 110 000 commerces doivent tristement fermer leurs portes. Et par souci d'équité, on va remettre des espaces interdits dans les supermarchés. Tout cela n'a aucun sens. Les commerces trinquent pour la gestion calamiteuse du gouvernement. Alors, cette attestation était vraiment à l'image du gouvernement, incompréhensible, incohérente, bureaucratique. 30 km, 10 km, 1 km. Bientôt, il faut connaître un guide pour connaître... Oui, il faut avoir un guide pour connaître nos libertés. Vous savez, cette folie bureaucratique, une attestation longue comme le bras, avec des motifs, des exceptions, des règles à géométrie variable, des distances. Ce gouvernement qui change d'habit chaque heure en exigeant désormais un justificatif de domicile. On n'y comprend plus rien, ils sont devenus fous. Après les coiffeurs qui ont fait céder le gouvernement, autour des fleuristes, chocolatiers, évidemment. Dans 15 jours, c'est Pâques. Non, mais attendez. C'est, oui, 15 jours, 3 semaines, oui. Voilà. Donc, les garages aussi, bien sûr. Voilà. Donc, il faut absolument déjouer cette dérive bureaucratique complètement folle. Et il y a d'autres commerces non essentiels qui doivent aussi rester ouverts. Donc, ce confinement, le résultat principal, c'est de fermer les petits commerces de vêtements, parfums, bijoux, jeux, qui ne posaient aucun problème sanitaire. Parce que, généralement, vous avez 1 personne, 2 personnes, 3 personnes qui rentrent dans un commerce. Il n'y a pas foule. Et puis, on oblige les honnêtes gens à faire des attestations loufoques à chacune de leurs sorties. Tant de critères d'exception, d'astérix dont on ne saura jamais si on est dans la légalité, parce que c'est tellement compliqué qu'on ne sait plus où on en est. Et puis, d'ailleurs, c'est logique, remarquez, persuadé depuis la magnifique cérémonie des Césars que les vêtements ne sont plus essentiels, c'est normal que Macron laisse ouverts tous les commerces à l'exception des boutiques de vêtements. C'est logique, c'est culturel, c'est intelligent, brillant. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais comprendre pourquoi je ne peux me promener seul dans un rayon... Je peux me promener seul dans un rayon de 10 km, mais qu'avec mon chien, je dois rester à 1 km de chez moi. Quelle différence ? Dois-je calculer la longueur de la laisse ? Voilà. On peut sortir de façon illimitée dans le temps, mais vous devez refaire à chaque fois une attestation, même pour aller 10 minutes à la boulangerie, sinon c'est 135 €. Voilà. Donc, bien entendu, face aux critiques, le gouvernement a finalement décidé de supprimer l'attestation en journée. Ils ont admis un peu tard, à mon avis, que c'était très complexe à comprendre. Voilà. Alors, non mais, que vous avez des gens qui ont bac plus rédigent des formulaires sur 2 pages et ne réfléchissent pas que le français lambda qui doit aller sortir pour aller chercher quelques aliments vite fait, il va remplir des tas de papiers. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, depuis le temps que nous disions qu'effectivement, de rester confiné à l'intérieur, on reste en atmosphère fermée. C'est là qu'il peut y avoir une contamination. Mais maintenant, au bout d'1 an, il serait temps, on vous parle d'un confinement dehors. Voilà, Jean Castex avait effectivement loué les bienfaits de s'aérer, se promener, de faire du sport.
Car on sait aujourd'hui qu'on se contamine infiniment moins quand on se promène en plein air qu'en étant regroupé sans masque en intérieur. Ça coule de source. De ce côté-là, il y a peu de risques que les Français ne sont pas d'accord. Ça fait 1 an qu'on le réclame. Voilà. Mais évidemment, alors, ça fleurit sur Internet. On parle du chef-d'œuvre bureaucratique typiquement français au niveau des attestations. Voilà. Raillerie, question, je peux vous dire que ça a bien fait rire et sourire devant cette absurdité. Et on est vraiment très très mal parti avec tous ces gens-là. Alors, je voulais juste parler. Un supermarché à Perpignan publie une offre d'emploi qui est interdite aux femmes et aux non-musulmans. Voilà. Ibrahim Market ouvre prochainement ses portes. Nous recherchons 5 employés, 2 de 26 heures et 3 pour 35 heures, musulmans pour la caisse et pour gérer les rayons. Une salle de prière sera accessible pour les employés. Voilà. Nous n'acceptons aucune femme. Voilà. Hein. Donc, sur la page Facebook Les Musulmans de Perpignan, cette offre d'emploi pour l'ouverture du supermarché Ibrahim Market signifie donc que les candidats doivent être musulmans et ne peuvent être des femmes. Voilà. Que fait le procureur ? Eh bien, je dirais que honte à ceux qui organisent ou tolèrent ces logiques anti-républicaines. J'ai eu une légère petite coupure, je reprends. Donc, je l'évoquais en début, nous avons commémoré, nous nous sommes rappelés des accords d'Évian qui ont été signés le 18 mars 1962. Il y avait 2 parties, il y avait un accord de cessez-le-feu, dont l'application était fixée au lendemain, le 19 mars 1962, et puis des déclarations gouvernementales relatives à l'Algérie qui portaient sur la période de transition jusqu'au référendum d'autodétermination, la libération des prisonniers, l'organisation du référendum d'autodétermination. Voilà. Hein. Bien, bon, je ne m'étendrai pas sur la complexité de cette affaire et de tout ce qu'on a lâché. Ça a été assez sanglant, c'est le cas qu'on puisse dire, surtout pour les personnes qu'on a appelées rapatriées. Hein. Voilà. Il y avait 132 années de colonisation française, et puis 7 mois, et qu'est-ce que je dis 7 années et 5 mois de guerre qui a opposé environ 130 000 combattants algériens à 400 000 combattants français, qui aurait causé la mort de 250 000 à 400 000 Algériens. Eux disent jusqu'à 1,5 million. Il y aurait 28 500 soldats français, 30 000, 90 000, je dirais même plus, de harkis qui ont été tués, et au moins 6 000 civils européens et 65 000 blessés, avec bien sûr des horreurs et des atrocités. Mais nous sommes toujours dans, si vous voulez, la repentance. Et j'avais eu l'occasion d'avoir un échange assez virulent avec un de mes clients, d'origine marocaine d'ailleurs, et j'ai retrouvé dans un envoi Facebook, je lui avais écrit le 2 octobre 2017, et je vais vous parler de quelque chose dont beaucoup de gens ignorent, et je vais vous parler du massacre de Mélouza, un crime de masse perpétré par le FLN contre les 374 habitants du village de Mélouza, dans le canton de Mechta Kasbah en 1957, sous prétexte, entre Algériens, sous prétexte qu'ils soutenaient le mouvement indépendantiste MNA, qui était rival du FLN. Par le biais de tracts de propagande, le FLN accusait l'armée française d'avoir perpétré le massacre à sa place. C'était à 14 h, dans les ruelles de cette petite Mechta, aux maisons basses, faites de pierres entassées, que commence le massacre. Au fusil, au couteau, à coups de pioche, les hommes de Sanoun taillent en pièces leurs prisonniers. Ceux qui tentent de s'échapper sont abattus d'une rafale de mitraillettes. En une demi-heure, tout est fini. Les ordres de Saïd Mohammedi ont été exécutés. Tel est le sort désormais réservé par le FLN à tous ceux qui sont tentés de rejoindre les rangs du général Benounis. Voilà. Et il y eut en France également des violences entre ces 2 mouvements qui étaient indépendantistes et qui causèrent, selon les chiffres officiels des autorités françaises,
entre le 1er janvier 56 et le 23 janvier 62, 10 000 victimes, dont 3 957 tués. Entre Algériens, on est bien d'accord, les horreurs répondent aux horreurs, la vengeance appelle la vengeance. Donc voilà. Moi, je suis pour mettre tout sur la table. Il y a eu les années noires en Algérie dans les années 90, où on a vu des tas de choses ignobles avec les islamistes, l'armée tuant des gens, faisant croire que ce sont les barbus, enfin, de tout et son contraire. Alors, quand on vous parle, oui, la colonisation française, c'est une horreur, etc. Comme toute colonisation, elle y inclut une contrainte. Mais en quittant l'Algérie, la France a laissé derrière elle, en 1962, 70 000 km de route, 4 300 km de voies ferrées, 4 ports, 12 aérodromes, des centaines de ponts, 130 hôpitaux, 31 centrales électriques, des milliers d'écoles et de facultés. Voilà. Et depuis 1962, franchement, qu'ont construit les Algériens? Pas grand-chose. Si, j'ai l'impression qu'ils ont construit un pont aérien pour venir en France, bénéficier des allocations et pour se faire soigner gratuitement et pour toucher diverses allocations. Voilà ce que je pourrais dire en étant mauvaise langue, mais bon, c'est quand même une constatation. Donc voilà ce que je veux dire, un moment, quand on a besoin, quand on veut revendiquer une certaine indépendance et une autonomie et être réduit 70 ans après, 60 ans après, être obligé d'aller, pour manger à sa faim, d'aller venir s'installer en France, je pense que la haine des Algériens doit surtout se retourner vers tous les gens du FLN qui, pendant 60 ans, ont exploité toutes les ressources gazières et pétrolières de ce pays et se sont accaparés des fortunes et au détriment de tous les gens qui avaient fait des sacrifices, au détriment de tout le petit peuple. Et vous le voyez, il y a toujours une démocratie, une fausse démocratie avec des élections truquées, avec des gens qui restent 20 ans au pouvoir, et il y a une démonstration populaire dans la rue qui va recommencer là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, un moment, si vous voulez, ne jetez pas l'anathème sur la France. Les années ont passé, ils ont encore besoin de la France, c'est bien malheureux, mais je pense qu'il y a un sérieux ménage à faire en Algérie. Voilà. Il est bon de le rappeler, et il est bon de rappeler aussi qu'après l'indépendance, il y a eu encore une guerre civile, car il y avait les différentes factions, si vous voulez, et c'est le FLN qui l'a emporté, mais en écrasant et en tuant et en massacrant, bien entendu, toutes les personnes qui étaient d'une autre sensibilité dans la résistance, qui étaient de bons patriotes algériens, on va dire, mais qui n'étaient pas au FLN. Vous voyez, donc, c'est les droits de l'homme, machin, truc et tout, les gens, ils se massacrent entre eux, entre Algériens. Donc, voilà. Et je ne dis pas de tout ce qui est arrivé aux civils qui n'y étaient pour rien, et souvent ce sont des civils français qui n'étaient pas des gros colons. Je tiens à le rappeler, le niveau de vie des civils français en Algérie était 20% inférieur aux revenus en France métropole, si vous voulez. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient voilà, il y avait beaucoup qui étaient riches. C'était des gens, ils avaient un lopin de terre, et pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont cultivé cette terre très très aride. Ils ont réussi à faire sortir un petit peu de légumes, de fruits, de cultures. Ils ont appris aussi aux populations du coin, aux autochtones, des méthodes d'agriculture plus modernes, et aussi s'y sont mis à produire. Et depuis, je pense que quand je discute avec des Algériens, beaucoup de choses sont tombées en désuétude, et c'était plus facile de vivre de la manne du pétrole et de faire venir du pain et de la farine de France plutôt que de la fabriquer, alors qu'à l'époque,
à l'époque, je le rappelle. Au temps de Napoléon, on avait trouvé le moyen de l'acheter du blé à l'époque à l'Algérie, à la principauté berbère qu'il y avait. Il y a eu des accords commerciaux et il y avait eu un échange. Voilà. Donc, l'Algérie est tombée bien bas. Sur ce, je clôt sur cet épisode douloureux. Je vous remercie. Et puis, faites des commentaires. Et puis, partagez. Vous voyez, je suis très embêté par Facebook. Je ne peux même pas publier une image de chat, quoi que ce soit. Hein. Voilà. Sur ce, merci. À très bientôt. Et puis, regroupons-nous tous ensemble pour que les choses, dans un an, bougent. Il y en a besoin. Je vous salue. Je vous embrasse, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.